Le 31 mars 1914, 132 hommes du SS Newfoundland ont été envoyés sur les glaces flottantes de l'Atlantique Nord pour y chasser des phoques. Perdus dans une tempête de neige soudaine, ils ont erré 2 jours et 2 nuits avant l'arrivée des secours. Seulement 55 en sont revenus vivants. Cette tragédie a eu un impact profond et durable sur ce qui était alors le Dominion de Terre-Neuve. Plus d'un siècle plus tard, elle est encore évoquée dans des livres, des peintures, des ballades, des sculptures et des documentaires. En 1914, la flottille de chasse aux phoques comptait une vingtaine de vapeurs. De ce nombre, le SS Newfoundland était un des plus vétustes, des plus petits et des plus fragiles. Vieux de près de 40 ans, ce bateau de bois peinait à concurrencer les nouveaux vapeurs à coque d'acier. Propriété de la firme A.J. Harvey & Company, le Newfoundland était commandé par Westbury Kane, qui, à 29 ans seulement, était un des plus jeunes capitaines de la flotte. Ceci dit, il avait déjà beaucoup d'expérience et descendait d'une longue lignée de capitaines de phoquiers. Son père, Abram, commandait le SS Stefano, un puissant vapeur à coque d'acier. Abram Kane était légendaire dans l'univers de la chasse aux phoques. Surnommé l'amiral de la flotte, il était largement considéré comme le meilleur capitaine phoquier de tous les temps, et Westbury était son fils cadet. Avant d'appareiller en 1914, ils avaient conclu un pacte secret. Le premier à trouver un gros troupeau de phoques enverrait un signal à l'autre. La saison de 1914 a mal débuté pour le Newfoundland. L'épaisseur des glaces s'est révélée un problème dès le départ et le petit bateau de bois avait du mal à suivre la flottille de brise-glace. Westbury craignait que les autres navires parviennent au troupeau de phoques avant lui et qu'ils doivent rentrer au port les mains vides. Mais, le 30 mars, la chance apparut lui sourire. Observant le Stefano avec sa lunette d'approche, à environ 5000 devant lui, Westbury a remarqué que son mât de charge arrière était levé. C'était le signal convenu avec son père pour indiquer qu'il avait trouvé un gros troupeau de phoques. Or, le Newfoundland était pris dans la glace et incapable de se déplacer. Pour aggraver la situation, quelques autres vapeurs s'approchaient du Stefano et leur capitaine ne tarderait pas à voir les phoques. Il ne restait que quelques heures de jour et les autres équipes les passeraient à chasser des phoques. Si le Newfoundland était encore immobilisé le lendemain, Westbury enverrait quand même ses hommes sur la banquise. Il savait qu'il n'aurait pas assez de temps pour retourner au Newfoundland, mais assumait que son père les laisserait passer la nuit à bord du Stefano. À l'aube du 31 mars, Westbury Kane a scruté la banquise avec sa longue vue. À quelques 5000 au nord, les équipages du Stefano, du Bonaventure et du Florizel étaient déjà occupés à chasser sur la glace. Après avoir consulté son second, George Tuff, un vétéran chasseur de phoques, Westbury a décidé qu'il était temps d'envoyer l'équipage sur la glace. Tuff s'est porté volontaire pour guider les hommes jusqu'au Stefano. Il s'agissait d'une longue marche sur des glaces traîtresses, mais au moins le temps paraissait favorable. La brise était légère et le baromètre du navire était au beau fixe. Malheureusement, Harvey & Company n'avait pas équipé le Newfoundland d'un thermomètre de pont qui aurait permis une prévision plus juste. Pis encore, la compagnie avait enlevé l'équipement de radio du navire un an plus tôt, prétextant qu'il représentait une dépense inutile. Pour cette raison, le Newfoundland ne pouvait pas recevoir de bulletins météorologiques, pas plus qu'il ne pouvait communiquer avec les autres bateaux de la flottille. À 7 heures du matin, en ce 31 mars, 166 hommes sont descendus du Newfoundland et se sont mis en marche vers le Stefano. Au fil de la matinée, certains des chasseurs ont commencé à s'inquiéter du temps et, vers 10 heures, 34 d'entre eux ont rebroussé chemin parce qu'ils croyaient qu'une tempête s'annonçait. Ils sont remontés à bord du Newfoundland à environ 13h30. Les 132 chasseurs restés sur la banquise
ont atteint le Stefano à 11h30. La neige venait de commencer et tout le monde était fatigué et affamé. Mettant son navire au ralenti, Abram Kane a laissé les hommes grimper à bord et leur a offert un repas de biscuits de mer et de thé. Pendant que les hommes mangeaient, Abram a rapproché le Stefano d'un troupeau de phoques à quelques milles au sud. Il neigeait quand il a renvoyé les hommes sur la banquise, leur disant de tuer 1500 phoques puis de retourner jusqu'au Newfoundland sans les inviter à dormir à bord du Stefano. Tandis que George Tough menait ses hommes vers les phoques, le Stefano s'est éloigné pour recueillir son équipage qui chassait plus au nord. Le temps a continué de s'aggraver, et dans l'heure suivante, les hommes ont décidé de retourner jusqu'au Newfoundland. Mais où étaient-ils? Une épaisse poudrerie avait réduit la visibilité à presque rien. Ils n'apercevaient aucun navire, et le leur encore moins. Trébuchant au gré des bancs de neige et des radeaux de glace tournoyants, les hommes ont marché tant qu'ils ont pu. Puis, la nuit est tombée, frigide, avec ses bourrasques et ses averses de verglas. À l'aube du 1er avril, plusieurs des malheureux étaient déjà morts, et les autres, leurs membres gelés et engourdis, pouvaient à peine marcher. L'équipe a passé un autre jour et une autre nuit sur la glace, essayant d'atteindre le Newfoundland. Les hommes espéraient des secours, sans comprendre qu'on n'en avait jamais dépêché. De fait, personne dans la flottille ne soupçonnait qu'ils étaient en péril. Chacun de leur côté, Westbury et Abram Kane croyaient que les chasseurs étaient en sécurité à bord du navire de l'autre. Toute communication entre les deux était impossible, puisque le Newfoundland n'avait pas de radio et se trouvait encore prisonnier des glaces à des milles du Stefano. À environ 6 heures du matin, le 2 avril, Westbury Kane a escaladé le mât du Newfoundland jusqu'au nid de pie pour inspecter les champs de glace. La tempête s'était enfin dissipée et le ciel était assez dégagé, lui laissant plusieurs milles de visibilité. Alors qu'il s'attendait à voir ses hommes chassés près du Stefano, il en a plutôt aperçu un petit groupe qui trébuchait vers le Newfoundland. Réalisant d'un coup ce qui s'était produit, il a hissé un signal de détresse pour alerter les autres navires. Vers le même moment, le Bellaventure avait récupéré un autre groupe de survivants du Newfoundland. Son capitaine, Robert Randall, a été horrifié par leur récit. Au moins 50 hommes avaient péri, lui ont-ils raconté, et des douzaines d'autres attendaient toujours des secours. Des membres des équipages du Bellaventure, du Stefano et du Florizel sont rapidement descendus sur la glace avec des couvertures et des vivres. Les 3 vapeurs sont restés en étroit contact radio toute la journée et ont transmis la nouvelle du drame à St. John's. À la tombée de la nuit, 55 survivants et 69 cadavres avaient été ramenés à bord du Bellaventure, du Stefano, du Florizel et du Newfoundland. 8 des chasseurs n'ont jamais été retrouvés. Au total, entre le 31 mars et le 2 avril, 77 hommes étaient morts sur la banquise. Le gouvernement de Terre-Neuve a ordonné au Bellaventure de ramener sans délai tous les survivants et les morts à St. John's. Le 4 avril, une foule de 10 000 personnes s'était amassée sur les quais pour assister à son arrivée. Il a fallu plus d'1 heure aux médecins, aux infirmières et aux bénévoles pour aider les survivants à débarquer du Bellaventure. Si certains des hommes pouvaient marcher, d'autres ont dû être portés sur des civières. Ils ont été conduits au General Hospital ou à une salle d'urgence aménagée au Seamen's Institute. 2 semaines plus tard, quand John Keels, 22 ans, a succombé à ses blessures, le bilan des décès a atteint 78. 9 mois ont passé avant que le General Hospital ne libère le dernier survivant. Si la plupart des hommes se sont rétablis, certains avaient dû être amputés d'orteils, de doigts ou de pieds. Le désastre du Newfoundland a durement secoué la population.
Les journaux ont consacré des pages et des pages à la tragédie, publiant nombre de photos des survivants et de ceux qui les avaient secourus. Les gens ont commencé à remettre en question la façon dont l'industrie traitait ses travailleurs. Ils exigeaient de savoir comment une telle tragédie avait pu survenir et voulaient des garanties que rien de semblable ne se reproduirait. Face au tollé général, le gouvernement a été contraint de lancer 2 enquêtes dans les mois suivants. Une instruction judiciaire entamée le 7 avril 1914 a été suivie par une commission d'enquête plus élaborée plus tard la même année. Des douzaines de témoins ont été interrogés, notamment des survivants, des secouristes, des capitaines et les directeurs de la compagnie propriétaire des navires. D'autres éléments de preuve ont aussi été présentés, notamment des journaux de bord, des télégrammes, des cartes marines et des bulletins d'information météo. La presse a rendu compte de toutes ces délibérations, donnant au public un aperçu sans précédent sur l'industrie de la chasse aux phoques. Les récits et les impressions des survivants étaient particulièrement saisissants. Certains blâmaient le capitaine Abram Kane pour les avoir contraints à quitter le Stefano, tandis que d'autres accusaient Westbury. Quelques-uns ont même critiqué George Tuff. La compagnie propriétaire du Newfoundland a essuyé de sévères critiques pour avoir retiré l'équipement de télégraphie du navire. Nombre de capitaines et de chasseurs ont affirmé que le désastre aurait pu être entièrement évité grâce au télégraphe. Le gouvernement de Terre-Neuve se devait d'agir. En 1914, il a rendu l'équipement télégraphique obligatoire sur tous les navires phoquiers. Des règlements ultérieurs ont amené les armateurs à compenser financièrement les dépendants de tout travailleur blessé ou tué sur un de leurs navires. Le plus grand changement est survenu en 1916, lorsque le gouvernement a appliqué plusieurs des recommandations de la Commission. Il était désormais interdit aux capitaines d'ordonner à leur équipage de chasser après la tombée du jour ou par mauvais temps. S'il arrivait que des chasseurs soient surpris sur la banquise durant la nuit, leur navire devait donner des coups de sirène réguliers. Les vapeurs devaient aussi être équipés de fusées d'urgence et d'embarcations de sauvetage. Même s'il ne fait plus partie de l'histoire vivante, le désastre de 1914 a encore des échos à Terre-Neuve et Labrador. Il a inspiré certaines des œuvres les plus remarquables et importantes de la province, notamment une série de gravures du célèbre artiste David Blackwood et un livre de Cassie Brown. En 2014, pour en célébrer le centenaire, l'artiste Morgan MacDonald a créé une sculpture qu'on peut voir devant le Sailors Memorial and Interpretation Center à Elliston, une localité qui a une longue histoire de chasse aux phoques et dont 8 habitants ont perdu la vie en 1914.